4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour un autre épisode de l'Informel. Merci encore une fois tout le monde d'être à l'écoute. Bien content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épiside. Plusieurs façons de nous suivre ici à l'Informel. On est disponible sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. On est aussi sur soundcloud.com sous forme de podcast. Sinon, vous pouvez nous suivre via Illico, bien sûr, sur ma TV Outaouais, aussi sur TVC Basse-Lièvre. Si vous êtes de ceux qui êtes en train de nous écouter sur Illico, sachez qu'on est en ondes pour à peu près 28 minutes, mais on dépasse souvent notre temps. Alors, ce qu'on fait, on a nos entrevues au complet disponibles sur ces différentes plateformes web-là. Je vous invite à aller au www.tvc.qc.ca pour toute l'information. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être le fun, qui est différent. C'est un sujet qui est peut-être léger pour certains, mais c'est des gens avec qui on va en parler. Prennent ça un petit peu plus au sérieux, mais je suis sûr qu'ils s'amusent beaucoup en le faisant aussi. On va parler de phénomènes paranormaux. Donc, on est avec Bytown Paranormal. D'abord, Sandra Lepage qui est avec nous présentement au siège. Plus tard, on va parler avec Éric Boudreau qui fait partie de l'équipe, qui est en studio aussi. Mais je vais commencer avec toi, Sandra, bien sûr. Bonsoir. Merci d'abord d'être ici ce soir. Merci. C'est bien agréable de vous revoir. Vous étiez venu dans le cadre d'une autre émission, puis c'est là qu'on s'était rencontrés il y a quelques années. Ouais. Je disais un sujet un peu léger. J'imagine que ça doit arriver souvent que vous croisez des gens, puis vous parlez de votre passe-temps ou de votre activité que vous aimez faire. Il doit y avoir un petit sourire en coin souvent pour dire « Ah ouais, OK ». Oui, ça doit arriver? Je dois dire, oui, souvent, mais la plupart des gens sont pas mal, honnêtement, sont pas mal impressionnés. Ils trouvent ça pas mal cool. Quand ils sont impressionnés, c'est quoi leur réaction dans ce temps-là? Ah, ben écoute, j'ai jamais... T'es la première personne que je connais qui fait ce genre de choses-là. Ça doit être bien le fun, c'est différent. OK. Alors, c'est vrai, pour moi, c'est une passion. Mais c'est quelque chose que je pense qui intrigue beaucoup de gens, non? Oui, et je pense aussi que même les gens qui n'y croient pas, parce que c'est sûr que, tu sais, des fois, on fait des événements publics, et même à ces événements publics, il y a toujours des gens qui viennent me voir directement et me disent « je crois pas à ça ». Mais par contre, ils sont venus. Donc, ils sont curieux. Et je pense qu'il n'y a pas une personne, tu sais, qui s'est jamais demandé qu'est-ce qui arrive quand je meurs. Alors, je pense que c'est un sujet qui va toujours intéresser les gens qui y croient et même les gens qui y croient pas vraiment. Ils se posent toujours la question. Penses-tu que c'est ça qui fait que les gens sont curieux à cause de on veut savoir qu'est-ce qui se passe après la mort? Je pense que oui. Je pense que les gens... tu sais, c'est quelque chose qui est l'inconnu. Et... Pour certaines personnes, c'est peut-être un réconfort jusqu'à un certain point si ils peuvent avoir des preuves qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais. Mais maintenant, avec l'avenue de l'Internet, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on dirait qu'on en voit encore plus. C'est comme plus populaire, là, la chasse aux fantômes, les enquêtes et ces choses-là. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je pense définitivement, il y a... Bon, au niveau, par exemple, émissions... Ouais, avec Ghost Hunters et d'autres. Ça, okay. De télévision et tout ça, il y en a énormément. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai peut-être écouté une ou deux de ces émissions-là. Ah oui? C'est très, très loin de la réalité. Alors, des fois, il y a des gens qui sont un peu déçus. Parce qu'en vérité, souvent, on passe... peut-être 5-6 heures dans un endroit, dans la noirceur, et c'est comme si on parlait au mur, vraiment. OK. C'est très, très rare qu'on va entendre quelque chose à l'oreille nue. La plupart du temps, c'est quand on va rejouer ou on va réécouter après notre équipement, les enregistrements. Les enregistrements par après. Là, on va capter quelque chose, mais sur le coup, c'est assez rare. Pendant que dans ces émissions-là, bon, ça, je comprends, c'est pour les ratings, hein. Ouais, c'est ça. S'il faut un show, il faut alors, quasiment qu'il l'écoute. C'est un peu exagéré, mais... Mais moi, je suis pas très familier avec ces émissions-là. Je les ai pas écoutées, je dois l'avouer. Mais c'est quoi? C'est parce qu'à chaque émission, il se passe quelque chose, alors que dans la réalité... Ah, toujours. Alors, bon, tu sais, je me souviens... Honnêtement, je pourrais pas vous dire laquelle, mais j'avais regardé une émission à un moment donné et le monsieur, la personne... disait « Ah, j'ai la chair de poule, j'ai les poils qui sont montés, donc il y a quelque chose. » Bon, pour nous, ça passerait pas vraiment. Ça serait pas un signe intéressant de... Si on disait ça au public, c'est sûr, c'est hanté. C'est sûr qu'il y a quelque chose, gardez mon poil pour... Les poils à Sandra, ils sont restés debout. Non, ça marcherait pas. OK.
ces choses-là. Fait que, dans le fond, je peux imaginer que vous êtes à l'affût qu'il y a probablement du monde qui profite un peu de ces choses-là ou qui sont même des fraudeurs là, dans le domaine, là, qui font un peu la même chose que vous autres, mais qui sont, disons-le, de bullshitters. Je pense que oui, et même les gens, honnêtement, qui nous contactent, comme les gens qui demandent nos services, parce que c'est quand même, c'est un service qu'on offre gratuitement. Il y a beaucoup de gens que je pense, c'est parce qu'ils regardent ces émissions-là. Alors, ils disent, mais ça va être, un peu le fun OK. Et c'est pour ça que sur l'équipe, normalement, on fait toujours un tri un peu avant. Donc, on va aller visiter les clients pour voir si on pense que c'est véridique ou c'est vraiment juste des gens qui veulent... passer quelques heures en pensant que c'est comme une émission. Mais quand tu dis vous allez voir les gens, ça veut dire que vous y allez pas d'instrument, il n'est pas question de faire une enquête encore, c'est juste de faire une première rencontre. C'est une première rencontre. Des fois, souvent, on va avec quelqu'un qui est quand même sensible. Parce que sur l'équipe, on a quand même plusieurs personnes qui ont le don, qui sont sensibles. OK. Et normalement, ces gens-là, ils peuvent savoir, avoir un sentiment s'il y a quelque chose qui se passe d'un peu bizarre ou pas. Et juste, honnêtement, de parler avec les gens, c'est pas... des fois, on rencontre quelqu'un après 5 minutes. On a une impression, si c'est bien ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas. OK. Puis là, quand tu dis vous avez des gens qui sont avec vous autres qui sont sensibles, explique-moi un peu de quoi on parle. C'est quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est des gens qui peuvent ressentir, premièrement, s'ils rencontrent quelqu'un, si la personne est normale, qu'elle n'a pas de problème, il n'y a pas par exemple, il n'y a pas de drogue. OK. Parce que c'est déjà arrivé avant que, il y avait des gens que tu rentres là-dedans et par exemple, si tu rentres dans la maison et ça sent le marijuana, c'est un mauvais début. OK. Non, mais ça Non, mais je comprends. Tu sais, peut-être les gens, ils voient plein de choses, mais c'est pas vraiment le paranormal. Mais plutôt autre chose. Mais les gens, quand tu dis que les gens sensibles dans votre équipe, eux, c'est leur gut feeling. Ils ont des impressions. C'est ça, comme on a par exemple, on a une personne sur l'équipe qui est superbe. Moi, j'ai jamais vu ça. Et quand je vais rencontrer des clients côté Québec, premièrement, je vais jamais seule. Alors, on est toujours deux parce que, on connaît pas les gens. C'est juste pour une sécurité. Et une des premières choses que moi je fais, c'est que je prends des photos de l'endroit. Et ça, c'est que si on fait une investigation pour savoir comment est la maison, combien de pièces ou comment est l'immeuble. OK. Donc, après que j'ai pris les photos, je les envoie à Claire, qui est cette personne dans notre équipe. Et elle connaît rien. Alors, je dis juste, c'est une investigation qu'on regarde faire. Est-ce que vous avez des impressions sur les photos? Et elle regarde ça, peut-être elle prend 1 ou 2 jours, et elle me revient et je dirais que 90% du temps, elle est... ce que le client m'a raconté, elle raconte. Alors là, je me dis, c'est quelque chose... il y a quelque chose à aller voir. Exactement. Ou des fois, elle va me dire, non, je sens absolument rien. OK. Fait que dans le fond, j'imagine que vous avez une certaine approche sceptique quand vous arrivez à aller sur un lieu. Oui. Et je dirais que l'équipe en général, Bytown, on est c'est un bon mélange. Moi, je suis quelqu'un... j'ai eu mes propres expériences depuis l'âge de 5 ans. Okay. Mes expériences personnelles. Alors moi, je crois à ça mordicus. Hein. OK. Par contre, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont beaucoup plus sceptiques. Okay. On est quand même une équipe, on base ce qu'on livre au public, c'est au niveau scientifique, donc ce qu'on a eu comme retour au niveau d'enregistrement. Même les gens sensibles qui sont sur l'équipe, s'ils ressentent des choses, on ne dira jamais au public « c'est hanté parce que telle personne dans l'équipe qui a un don a dit que... » ils peuvent nous aider, et ça c'est sûr, dans le questionnement. Quand on fait des périodes de questions pendant les investigations, si on a une personne sensible avec nous qui dit « je ressens
un enfant ou quelque chose, ça peut nous aider à diriger dans la bonne direction au niveau des questions. Mais on n'utilise jamais ces choses-là comme preuve qu'il y a quelque chose. C'est toujours à base d'enregistrement ou vidéo ou niveau son, ces choses-là. Alors, de ce côté-là, c'est un bon mélange. Donc, ce serait de dire que c'est bon d'être sceptique, finalement. Je pense que oui, ça c'est sûr. Écoute, il y a beaucoup de choses. Des fois, on peut aller à des endroits et bon, ça n'a pas du tout un rapport paranormal. Comme juste un exemple rapide, on a fait une investigation vendredi, je pense, à Elmer. Alors, c'était un jeune couple et là, ils ressentaient pas mal de choses. Mais une des choses qu'on va faire pendant une investigation au début, c'est une lecture de données. Donc, on va dans les pièces et on va enregistrer la température, le champ électromagnétique, ces choses-là. Alors, le couple avait deux aquariums immenses. Mais il y avait un aquarium qui était juste contre le mur entre le salon et une des chambres à coucher d'un de leurs garçons. Et le champ électromagnétique était de 27. Alors, c'est extrêmement élevé. Ça pourrait se comparer à si on mettait le morceau d'équipement contre un panneau électrique dans une maison. Et ça, c'était juste pour un aquarium. Alors, évidemment, l'enfant, il dort juste là, dans la chambre. Alors oui, ça peut causer des gens, des fois, à se sentir étourdis, voir peut-être des choses à la longue qui ne sont pas nécessairement là. Alors, c'est sûr que oui, quelqu'un qui est sceptique, comme là, j'étais ce soir-là avec Eric, que vous allez parler avec tout à l'heure. Lui, je pense qu'il est beaucoup plus sceptique que moi. Et c'est ça, il avait tout à fait raison de dire ça. Et c'était sûrement une des grandes raisons que ce couple-là, ils avaient ces expériences-là. Donc, finalement, vous en avez déduit que les appareils, là où il y a l'aquarium, il y avait ça affectait les champs magnétiques, puis c'est de là que venait. Oui, peut-être pas tout, mais je dirais le 3/4 de ce qu'il ressentait. C'était probablement dû à ça exactement. Oui. Pourquoi il y a un lien à faire entre. Puis là, moi, je ne suis pas un grand savant en électro. Dans les champs électriques, mais pourquoi est-ce que les esprits affectent les champs électromagnétiques? Je pense que pour eux, c'est une énergie et au niveau des entités, c'est beaucoup plus facile pour eux à jouer avec ça. L'électricité, c'est pour ça que, aussi souvent, on va entendre des gens qui vont dire, il y a les lumières qui s'éteignent, qui s'allument, les téléphones qui se mettent à sonner ou pas sonner. Et ça, c'est une mesure que quand ils sont autour, le champ électromagnétique, il augmente de beaucoup. En général. Alors, la seule, oui, c'est sûr que si, comme j'ai mentionné il y a 2 minutes, si on va dans une maison qui est habitée, il y a un panneau électrique, c'est sûr que la lecture va être élevée. Si par contre, des fois, on peut aller dans des endroits qu'on est déjà allé, des maisons qui sont complètement, il n'y a pas de courant. Donc, il n'y a pas de panneau, rien. Et on a aussi des lectures de 27. Je pense qu'il y a un endroit, une maison, c'était jusqu'à 32. Ce qui est impossible. C'est impossible s'il n'y a pas de courant du tout. Alors, ils jouent beaucoup avec ça, l'électricité tant que telle. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a emmené à t'intéresser au phénomène paranormal? Tu as parlé tantôt d'expérience depuis que tu es jeune. J'imagine que c'est ça. Puis je ne sais pas si tu es à l'aise d'en discuter, parce que des fois, ça peut être très personnel. Mais oui, non. Moi, premièrement, j'ai toujours été ouverte à ça. Je pense aussi que quelqu'un qui est ouvert à ça, ils peuvent avoir plus d'expérience. Pendant que quelqu'un qui a un esprit fermé, qui veut rien savoir, sûrement, il verra beaucoup moins. Je dirais une de mes premières expériences, et je pense, je ne l'ai pas raconté à beaucoup de gens, mais c'était à un moment donné, j'habitais au Brésil, à São Paulo pendant 5 ans. Et mon père avait l'appartement, c'était un appartement immense, alors c'était un appartement par étage. Et il y avait une partie de l'appartement où c'était juste pour les employés domestiques.
normalement. Alors, tu avais une chambre à coucher, tout ça. OK. Nous, ce qu'on avait fait, j'avais ma chambre là, dans cette partie-là, et juste à côté, il y avait une autre pièce, et il y avait mon frère aîné qui avait un bureau là. Et un soir, je me lève pour aller boire de l'eau, et quand je sors de la porte, j'entends dans son bureau, il avait une lumière, mais il fallait tirer la chaîne, tu sais, pour l'éteindre. Mm-hmm. Alors, je sors du bureau et je l'entends clic, clic. Alors, c'était allumé et j'entends le clic-clic et là, plus de lumière. Alors, je me dis, bon, il va sortir. Il y avait une toute petite fenêtre en haut. J'ai dit, il va sortir à un moment donné. Rien, j'attends là. Ça a refait, ça s'est rallumé. Là, je frappe ça à la porte. Je dis, Alain, pas de réponse. Là, ça le refait, ça sera éteint. Alors là, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, wow. Et je commençais à avoir un sentiment un peu bizarre. Alors là, j'ai été par la cuisine, j'ai fait tout le tour de l'appartement. J'ai descendu le couloir, j'ai été voir la chambre à coucher de mes parents. Donc, les deux étaient au lit. Et après ça, j'ai été voir mes deux frères. Bon, Alain, l'aîné, lui était couché. Christophe, mon petit frère, il était couché. Alors donc, je savais ce que j'avais vu là. C'était pas... Bon, c'était personne dans la famille. Alors, j'ai eu tellement peur que j'ai passé la nuit dans la salle de télévision. Et bien sûr, j'ai dit à mes parents, et ma mère, elle disait « Ah, écoute, c'est des bêtises, ça n'existe pas. Et tout ça. Et finalement, avec Alain, mon frère aîné, on est allé voir la personne qui s'occupait de l'appartement. Et il disait, ben figure-toi que peut-être 1 an avant que vous emménagez, il y a une femme, elle a sauté par la fenêtre, elle est morte, elle est décédée de mon appartement, d'où on restait. Oh. Alors, je me suis dit, bon, peut-être ça avait rapport à ça. Mais ça, c'était, je dirais, ma première expérience. Okay. Et après ça, bon, j'en ai eu d'autres. Mais c'est sûr que, tu sais, je me disais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est suffisant c'était personne dans pour intriguer quelqu'un, là. Ouais. Mm-hmm. Jeanne-Sophie commence à avoir peur en studio. Elle dit oui. Elle dormira pas ce soir. Comment? Elle dormira pas ce soir. Ça continue, je sais pas. Mais pourquoi est-ce que vous jugez qu'il est important de faire des enquêtes? Qu'est-ce qui vous motive à dire, on va enquêter pour... Je dirais que, avant tout, c'est un service qu'on offre aux gens. Alors, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment tabou, je pense, que les gens n'osaient pas parler de ça parce que, si je parle de ça, on va penser que je suis folle. Bon. Mais il y a énormément de gens qui nous contactent et il y en a que c'est juste pour savoir, il y a des choses qui se passent. J'aimerais savoir si vous pouvez venir pour jeter un coup d'œil, pour avoir une confirmation qu'il y a quelque chose. Mais il y en a d'autres vraiment où il y a des problèmes. Des gens avec des enfants, par exemple, et ça fait 2 ans que l'enfant ne réussit pas à dormir dans sa chambre parce qu'ils ont tellement peur. Mais pour les parents, c'est plus un petit jeu, c'est vraiment... c'est un problème. Un problème sérieux. Alors, c'est un service qu'on offre aux gens gratuitement. Et c'est sûr que nous, on adore... Bon, moi, personnellement, pour moi, j'adore ça. C'est pour aider les gens à voir si on peut résoudre le problème. Et je dirais, selon les retours qu'on a, normalement, une fois qu'on a passé, les choses diminuent de beaucoup ou sinon ça disparaît complètement. Alors, on n'a jamais eu de problème. Ça, c'est une des questions, je dirais, la plus grande question. Avant d'aller faire une enquête, les gens, est-ce que si vous venez, ça va s'empirer? Et il y en a qui carrément, à la dernière minute, ils veulent pas parce qu'ils ont trop peur. Ah ouais. Mais je leur réponds toujours, écoute, avec toutes les investigations que j'ai faites, on n'a jamais eu un client ou une cliente qui est revenu en disant, écoute, depuis que vous êtes passé, c'est affreux. Au contraire, ça diminue beaucoup. Alors, c'est vraiment pour aider les gens. Et il y a des gens qui ont vraiment besoin ils sont désespérés, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez enquêtés ou peut-être géographiquement parlant, des endroits dans la région qu'on dirait qu'il y a plus tendance à avoir des phénomènes qui se produisent? Pas vraiment. Je veux dire... Ou sinon, des endroits, des maisons que ça se répète, que vous retournez parce que vous avez vécu certaines expériences, vous retournez approfondir l'enquête ou quelque chose comme ça. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai une maison que je suis tombée dessus complètement par hasard. Ça fait peut-être
je pense que ça fait 5 ans. Parce qu'à l'époque, j'étais pas avec Bytown, j'étais avec une autre équipe. OK. Et c'était une maison qui était vide. Et je connaissais le propriétaire, alors je l'ai approché et je lui ai demandé, est-ce que ça vous dérangerait si on fait une investigation et on teste notre équipement? Je me suis dit que, bon, s'il y a quelque chose dans la maison, parce que c'était quand même une maison qui date de, je pense, 1849. S'il y a quelque chose attaché après la maison, qu'il y ait quelqu'un qui reste là ou pas, ça change rien. Alors, je savais pas qu'il y avait quelque chose, selon le propriétaire. Il a ri de moi, vraiment. Hein. OK. Il a dit, écoute, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il n'a jamais rien Non, vu, il entendu, ricanait, il trouvait ça drôle, mais il me connaissait. Alors, il dit, écoute, si ça te fait plaisir, vas-y. Alors, bien sûr, on est allé avec lui une première fois pour être sûr que c'était sécuritaire, parce que les investigations, quand on les fait, c'est noir. C'était une maison quand même qui était bâtie, qui était abandonnée depuis 40 ans. Mais c'était vraiment impressionnant parce que très sécuritaire, pas de... au niveau des planchers et tout ça. Okay. Et on est allé là une première fois. Et dès la première fois qu'on est allé, moi, ainsi qu'un des investigateurs, on est sorti avec des égratignures. Moi, le plus long, c'était 2 pouces et 3 quarts. Okay, sur tous les avant-bras. Des égratignures qui sont survenues comment? Ben, c'est ça, on ne sait pas. C'est que c'était en hiver. Okay. On était allé là, c'était au mois de mars. C'est une maison qui n'a jamais eu de courant. Alors, on avait juste une lampe à l'huile. Okay. Évidemment, bon, moi, j'avais un col roulé, un manteau d'hiver. Tout le monde était habillé à peu près de la même façon. Et on a fait notre investigation. Quand c'était fini, on est sorti de la maison. Il y a un des investigateurs qui dit, il dit, je commence vraiment, mon dos commence à me brûler. Alors, il dit, est-ce que tu peux regarder dans mon t-shirt? Alors, tout le monde riait, mais bon, il y a une fille qui a regardé. Elle a dit, mon Dieu, c'est plein d'égratignures. Mais lui, il en avait plein. Il mesurait à peu près 6 pieds 3 à peu près. Un grand gars. Et tout de suite après, c'est mes avant-bras. Je dis, waouh, mes avant-bras brûlent et j'enlève mon manteau, je retrousse les manches. Et plein d'égratignures, donc le plus long. Alors, je les avais mis et j'avais demandé à l'investigateur, j'ai dit, prends des photos. Moi, j'avais pris des photos et on les avait envoyées aux gens qui n'avaient pas été à l'investigation. Alors, ils se moquaient de nous. Ah, vous avez tombé dans les buissons et tout ça. Je dis non, parce que c'est en plein milieu d'un champ. Personne n'est tombé. Alors, on ne sait pas, il n'y a aucune explication, mais bon, c'est pas quelque chose non plus qu'on peut, encore une fois, dire au public, bon, c'est hanté, parce que pendant que ça se faisait, ça n'a pas été filmé. Alors, c'est ce qu'on appelle une expérience personnelle. Ça, c'était la première expérience avec cette maison-là. Après, avec Bytown, on essaie d'aller toutes les années. OK. Ça, est-ce que c'est la maison que tu me disais qui ne déçoit jamais? Oui. Je l'ai nommée la maison qui ne déçoit jamais. Chaque fois qu'on va là, on a toujours des enregistrements. OK. Mais là, ce que vous parlez, c'est plus qu'une manifestation d'un champ électromagnétique. Là, on parle de quelque chose de physique qui s'est produit. Oui. Ça va être assez rare, là. Oui. Comme moi, c'était la première fois que ça arrivait. Mais depuis les autres fois qu'on est allé, moi, j'ai jamais eu d'égratignure. C'était la seule fois. Okay. Mais par contre, on a toujours des enregistrements au niveau des PVE, ce qu'on appelle les phénomènes voix électroniques. Okay. Et c'est au niveau des appareils. Alors bon, il y a une chambre en particulier que quand tu montes là-haut, tu as une lecture de 32. Ce qui est l'équivalent à une grande maison qui est habitée, que tu mets le meter contre et là, ça lit ça. Et c'est impossible quand il n'y a pas de courant d'avoir des lectures comme ça. Ça, c'est à partir d'un appareil, puis on va en jaser avec Eric tantôt, je pense que votre plus spécialiste en appareil, mais là, puis je voulais en parler en introduction, puis j'y ai pas repensé, parce que je me suis habitué qu'il était là, mais le toutou qui est avec toi, c'est pas juste un toutou, là. Non. Il reste pas beaucoup de temps encore avant peut-être, dans le fond, on peut continuer à jaser, toi et moi, mais avant de quitter les zones avec ma TV et TVC Bastien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait ce toutou-là. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle Boo Buddy. Alors, ça, c'est un morceau d'équipement qu'on va servir les clients qui nous contactent en disant on pense qu'on a une entité enfant.
C'est juste, c'est moins épeurant que tout notre équipement. OK. Alors, c'est un nounours, premièrement, qui mesure les fluctuations dans la température. OK. Si tu le touches, il est capable de dire où il est touché. OK. Également, il mesure le champ électromagnétique. Et aussi, il a un répertoire de questions qui dure à peu près 45 minutes. Alors, évidemment, quand il pose les questions, c'est dans une petite voix d'enfant. Si on veut attirer des enfants fantômes, des fois, ça peut nous aider avec quelque chose comme ça. Et aussi, ce qui est bon, c'est que si on est dans un grand, disons un bâtiment, par exemple, comme quand on est allé au musée Sims à Elmer, on peut le laisser dans une pièce. Il va continuer à poser ses questions pendant 45 minutes. Et bon, une fois qu'il a fait... Il y a des questions qui vont sortir... Il y a une voix qui est... oui, il va parler. Il est interactif et on peut le laisser comme ça avec un enregistreur digital. Okay. Et nous, on peut aller ailleurs et ça nous aide. Mais non, définitivement, les gens, quand on fait nos événements et je le montre, les gens sont toujours... Qu'on ait 14 ans ou 50 ans. C'est toujours bien cute. Puis après ça, en tout cas, pour moi, c'est une fois que je sais qu'est-ce qu'il fait, je le trouve un petit peu moins cute. Là, mais... et puis, avant de quitter les zones avec, comme je disais tantôt, j'aimerais ça que tu prennes le temps de nous dire, si les gens veulent vous parler parce qu'ils vivent des choses, comment ils peuvent le faire? Oui, alors, on a un site web, bytownparanormal.ca. On est également sur Facebook. Alors, il y a la page anglophone et la page francophone. Okay. Donc, moi, je mène le côté Québec. Alors, s'il y a des gens au Québec, par exemple, qui veulent une investigation, qui ont des questions, c'est juste de nous envoyer un message sur Bytown Paranormal en français. OK. Et à ce moment-là, je vais rentrer en contact avec et c'est gratuit. Ah, super intéressant, puis on va continuer à jaser. Je vais juste prendre quelques secondes pour dire aux gens qui nous écoutent sur ma TV ou encore sur TVC Bassiliev, j'invite à vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca si vous voulez voir le reste de l'entrevue. On va parler avec Eric de tous les instruments aussi. Ça va être super intéressant. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt. Je veux continuer puis parler aussi de ton équipe parce que là, on a Eric, on a toi ici aujourd'hui en studio, mais vous êtes plusieurs, là. Oui, alors, Bytown, on est présentement 16 personnes, 16 membres. Là, il y a le côté ontarien. Et alors, évidemment, qui spécialise côté Ontario. Côté Québec, pour le côté Québec, présentement, on est 5 personnes. Okay. Et on a une nouvelle branche qui s'appelle Phantoms of Yore, qui sont 3. Et ça, eux, ils se spécialisent juste dans les événements. OK. Alors... Fait que ça fait le tour du groupe, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est évidemment, comme moi, c'est plus le Québec. On va faire les événements, les investigations, mais c'est sûr que si l'Ontario a besoin d'aide, on va les aider aussi de ce côté-là. Mais c'est très, très occupé. Oui, bien là, c'est ce que tu me disais avant de rentrer en ondes. Ouais. Avant, vous étiez en train... C'est vous autres qui courriez pour essayer de trouver des endroits, aller enquêter, mais là, c'est rendu l'inverse? Oui, c'est... je dois dire, je dirais depuis les 2 dernières années, c'est très, très occupé. C'est le fun, parce que quand ça a commencé il y a 4 ans, comme j'ai mentionné avant, il y avait personne qui parlait français, donc ils ne faisaient pas le Québec du tout, c'était juste l'Ontario. J'ai commencé... c'est ça, j'ai commencé à essayer d'approcher les gens du Québec. Et pas longtemps après, il y a Eric qui m'a rejoint. Et non, c'est super le fun parce qu'on est rendu au point où les gens, ils viennent nous chercher, que c'est pas moi qui est obligé de frapper aux portes. Et là, l'année passée, on est allé... on a fait un voyage côté Québec, mais en France. OK. Alors, on a fait des investigations là-bas. Et là, on prévoit l'année prochaine aller en Écosse et en Angleterre. Donc, on a une base militaire qu'on veut faire une investigation. OK. Et alors ça va probablement prendre 3 jours parce que c'est tellement grand. Et essayer de se joindre aux équipes en Écosse
et faire quelques investigations. Ça m'a toujours passionné aussi. On a tellement à apprendre des autres équipes. Que vous allez vous jumeler à une autre équipe là-bas. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs équipes en Écosse que je suis en contact avec. Ils ont une longue histoire aussi de lieux hantés en Europe. Oui, là. C'est fascinant. Alors, on a très hâte, on a hâte de faire ça. Alors, on prévoit faire ça l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un temps dans l'année où ce que ça semble être plus occupé, dans le sens que, tu sais, souvent, historiquement parlant, quand tu regardes, mettons, les Aztèques et tout ça, bon, il y avait des phénomènes qui semblaient se produire plus lorsqu'il y avait une pleine lune, mettons, ou un temps de l'année, comme exemple l'automne, ça semble être des temps. Est-ce que vous avez perçu ça ou c'est... je dirais oui. C'est sûr qu'au niveau, tu sais, quand c'est le temps de l'Halloween, ouais. tu sais, c'est sûr que tu as peut-être un peu plus de gens qui posent des questions, ces choses-là. OK. Mais ça serait probablement juste par le fait que le monde sont plus dans le mood de ça. C'est ça, exactement, qui sont un peu plus curieux et tout ça. Mais non, sinon, je dirais toute l'année, comme c'est là, on est pas mal occupé. D'après toi, avec ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient hanté? Selon mon expérience, je crois que il y a des choses qui sont définitivement attachées ou au bâtiment ou au terrain. Okay. Ou sinon, c'est tout simplement de la famille qui passe de temps à autre, bon, pour voir les personnes, pour être sûr qu'ils sont corrects. Mais je pense que définitivement, je dirais la plupart du temps, selon mon expérience, c'est quelque chose qui est attaché au bâtiment, parce que, bon, il y a des bâtiments qui datent de, tu sais, des années et des années. Et bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Il y a quelque chose qui est juste resté. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'en voir ou d'en enregistrer? Parce que souvent, on entend beaucoup d'histoires. Les gens vont vivre plein de phénomènes. Ouais. Bon, puis là, on arrive sur les lieux. Nous autres, vous autres, j'imagine que ça vous arrive souvent dans vos enquêtes. Moi, dans des histoires personnelles, c'est comme moi, j'ai rien vu. Ou, tu sais. Fait qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Ouais, on a fait une investigation il y a 2 semaines dans le coin de Golden Lake sur une réserve indienne. Et alors, je dois dire que c'est la première fois que je voulais pas vraiment aller. Quand on est allé visiter les clients, il y avait juste du négatif. Alors, le mâle, si tu veux, des clients, comme le monsieur, là, il disait que dans son lit, il sentait qu'il y avait toujours quelque chose qui était assis à côté de lui dans son lit. Mais même qu'un soir, il y a quelque chose qui lui a attrapé la jambe et qui lui a tiré. Et quand il s'est levé, il y avait des égratignures et ça saignait. Ce couple-là avait 3 entreprises. Okay. Donc, ils avaient 60 employés, mais juste l'autre côté de la rue, de la maison où nous, on est allés. Et plusieurs clients se sont fait attaquer dans le sous-sol. Alors, les cheveux tirés, giflés. Il y a une fille, la même chose, qu'elle s'est faite... je pense que c'est le bras. Elle s'est fait tirer le bras et ça saignait. Mais juste du négatif. Alors, bon, évidemment, on est allé. Les clients ne voulaient pas être là pour l'investigation. On a passé la fin de semaine. Mais c'est sûr que moi, en rentrant, je n'étais pas trop sûre. Hein. Je disais, ouais, je sais pas si je vais dormir. Mais parce que c'était du négatif, ça te faisait peur? Ou... Oui, parce que c'était vraiment juste du négatif. Et c'était, selon ce que les clients disaient, c'était vraiment comme, bon, gifler, tirer les cheveux. Ouais. Alors, mais bon, on est allé quand même. Et de notre côté, on n'a rien eu au niveau de ce que les clients racontaient. Okay. Par contre... parce que là, évidemment, on a beaucoup d'enregistrements à passer à travers parce qu'on a comme 2 jours d'enregistrement. Mais il y avait un PVE qui est sorti à un moment donné. Une de nos investigatrices, elle a demandé en anglais, là, mais si je traduis, elle a dit est-ce que vous allez faire à nous la même chose que vous faites aux clients? Et il y a un voix mâle très clair qui est survenu en disant non, je le ferai pas. Alors là, je sais pas si c'est par respect, il voulait pas le faire, ou si c'est juste parce qu'il voulait pas que... C'était juste pour dire, je les ferai pas subir ce que je fais. Mais c'est un PVE qu'on a capturé. Alors ça a répondu que non, on n'allait pas avoir la même expérience que les clients. Pour quelle raison, je sais pas.
Puis, ça me fait penser, d'après toi, qu'est-ce qu'ils recherchent d'abord lorsqu'ils se manifestent? Parce que là, dans ce cas-ci, ils se manifestaient vis-à-vis de ces gens-là. Ouais. Quand vous étiez là, OK, non, on veut pas. Ouais. Fait que pourquoi est-ce que les esprits se manifesteraient? Je pense que, je veux dire, il y en a peut-être s'il y a des messages qui veulent... Il y en a sûrement que c'est juste des messages aussi qu'ils veulent laisser aux autres. Alors, par exemple, si c'est quelqu'un, si c'est une entité qui est là parce que ça fait partie de la famille des clients, par exemple, peut-être qu'ils ont quelque chose à leur dire. Je pense que dans la maison dont je vous mentionnais à Golden Lake, je pense que c'est probablement... je pense d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, là, mais le mal en question, je pense que c'est quelqu'un qui est attaché au terrain. OK. Et que, bon, je veux dire, il est là pour rester. Probablement, il y a eu quelque chose de traumatisant parce qu'on a su, malheureusement, quand on est allé là, je devais rencontrer je sais pas comment on dirait ça en français. En anglais, c'est un elder. Donc, au niveau autochtone, bon, c'est les gens, tu sais, un ancien qu'on dirait. C'est ça, un ancien. Et il y a quelqu'un qui m'avait été référent en disant, mais si tu vas le voir, il va pouvoir te donner tout l'historique du terrain. Parce que la maison, tant que telle, est datée seulement de 1950. Donc, c'était pas une vieille maison. Mais le terrain, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc, à un moment donné, il y a eu un chemin de fer qui a passé là. Quand les gens y ont acheté, il y avait soi-disant un endroit où il y a eu, je pense qu'il y avait 3 personnes enterrées sur le terrain. Mais les clients ne connaissaient pas beaucoup d'histoire là-dessus. Okay. Alors, c'est sûr qu'on veut retourner. Mais la deuxième fois qu'on va retourner, ça va être de trouver le temps de parler avec l'ancien en question. Il ne pouvait pas nous parler quand on est allé, mais j'espère qu'il va pouvoir nous parler quand on va aller pour la deuxième fois. Et je pense qu'il était là, c'était dû à ça, probablement dans le temps du chemin de fer, parce que la cliente nous disait que quand ils ont acheté le terrain, c'était juste des bois, premièrement. Alors maintenant, évidemment, c'est tout propre, c'est un marina où ils louent des bateaux et tout ça, c'est superbe. Elle a dit, on trouvait plein de choses, comme des vieilles affaires. Elle disait, elle avait été dit, est-ce que c'est vrai, je sais pas. Mais la cliente, on lui avait dit que dans ces années-là, il y avait même des corps, là, des gens qui étaient décédés, qui les jetaient juste par les trains. Alors peut-être c'est quelqu'un à ce niveau-là. Je sais qu'à un moment donné, on a l'après-midi, parce que la cliente, elle disait que ce soit la nuit, le jour, ça n'avait aucune importance. Okay. Alors, on avait fait une session dans le sous-sol l'après-midi, et dès qu'on a commencé à parler du chemin de fer, tout l'équipement s'est allumé comme un arbre. Wow. Un arbre de Noël, et on a même entendu une voix de mâle en réponse à une de nos questions. Sans l'enregistrement? Oui, à l'oreille nue. À l'oreille nue. Et ça, c'est très, très rare. Oui, ben c'est ce que tu disais. Avec ça. Alors, j'aimerais savoir plus à ce niveau du temps du chemin de fer. Alors, on veut définitivement retourner. Refaire une enquête. Bon, on a parlé d'enregistrement, on parle d'instruments. Si tu veux bien, Sandra, je vais demander à Eric de prendre ta place. On va pouvoir discuter de l'équipement. On a parlé de ton petit nounours, mais je suis bien curieux de voir les autres choses qu'on a. Fait que tu peux juste repousser le micro, laisser les écouteurs là. Puis, parfait. Eric va venir nous retrouver. Puis, j'ai définitivement hâte de voir tous ces trucs. Puis on en profitera pour parler des enregistrements parce que je l'ai pas dit. En tout cas, je pense pas que j'ai mentionné qu'on m'a envoyé des enregistrements. On en profitera pour les écouter aussi en même temps. On va en sortir quelques-uns. Fais juste ce que je te dirais, Eric, mets tout de suite tes écouteurs. Oui. Puis on pourra les sortir à mesure quand même que tu te penches après, il n'y a pas de problème. On sera prêt pour se jaser. Et voilà. Parfait. On peut se parler. Hey, merci Eric d'être venu, toi aussi. C'est bien apprécié. De rien, merci de nous avoir invités. Ben écoute, j'ai vraiment... on va commencer avec ça. On va parler de tes instruments, puis après ça, on rejasera toi et ton expérience aussi de la même façon un peu que j'ai faite avec Sandra. Donc, Sandra parlait d'enregistrement de voix. Là, c'est quoi le terme? PVE, ou en anglais EVPs, oui. Okay. Phénomène de voix électronique. Ah, voilà.
Explique-moi comment ça fonctionne, c'est quoi vous faites concrètement? Essentiellement, on a des enregistreurs vocaux numériques dans lesquels on enregistre en fait nos questions, nos voix lorsqu'on pose des questions. Et parfois, on réussit à capturer, parce que ces appareils-là sont beaucoup plus sensibles que nos oreilles. Donc, ils vont capturer puis même des fois, c'est des murmures, donc c'est très difficile à entendre, mais avec nos équipements, on peut nettoyer un peu le côté sonore. Puis arriver avec des réponses ou entendre des choses que, exemple, lors d'une investigation, on n'a pas capturées. Donc, souvent, lorsqu'on a des réponses qui sont directement liées on cue avec les questions qu'on pose, il y a plus de probabilité que ça soit lié justement à la réponse à notre parce question. Que tu viens de poser la question, là, tu as entendu un son, tu dis OK, ça c'est peut-être une réponse. Puis... Exactement, oui. Lorsqu'on demande de cogner ou d'interagir avec nous, puis c'est ça, ça répond directement à nos choses. Donc, au niveau sonore, on peut les capturer avec des enregistreurs vocaux. On a des enregistreurs vocaux qui sont assez dispendieux, qui vont jusqu'à 500 $ l'appareil, tandis qu'on a n'importe qui peut en acheter comme des petits enregistreurs style Sony chez Best Buy, puis commencer leurs propres petites investigations s'ils vont dans des places comme ça. Puis, mais là, c'est pas des appareils aussi sensibles que de ce qu'on parle là. Non, exactement. Les appareils, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais l'appareil qu'on a, c'est à peu près la grosseur de ça. Puis tu peux entendre dans le fond d'une pièce une épingle tomber. Et puis... ça l'enregistrerait. Tout à fait. Il y a un autre qu'on a qui a des micros bidirectionnels. Donc, tu peux savoir aussi d'où est-ce que le son vient. Des fois, dans les investigations, si on a le temps et on a la capacité de pouvoir le faire, on peut les réviser directement en live. Puis donc, on peut essayer de cibler justement d'où le son vient, puis essayer peut-être de focusser davantage sur ce côté-là. Juste parce que Jeanne-Sophie me dit qu'on ne va pas bien à l'écran, c'est juste asseoir peut-être au fort. Je ne sais pas si tu vois-tu mieux comme ça, Jeanne-Sophie? Yep. Légèrement, que bon, elle reviendra cadrer, c'est pas plus grave. Il n'y a pas de problème. On va continuer à jaser. Nous autres, de toute façon, Jeanne-So, maintenant qu'on n'est plus à ma TV et compagnie, on sort un peu des cadres plus télé. Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est ça. Fait que cet instrument-là, de base, là, tu me dis, l'enregistreur audio, tu l'as pas, mais celui-là, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce kit-là? Parce que là, je vois bien des affaires. Oui, on a pas mal d'équipements de base. C'est-à-dire, ça, c'est justement le millimeter que Sandra faisait référence. C'est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques, de même que la température ambiante. Je peux te faire? Oui, tu peux le prendre. Normalement, tu as une petite diode comme ça qui va sur le dessus. Ça mesure la température. Puis, je peux te montrer rapidement. Oui. En la mettant dedans. Tu vois? Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, avec ça, normalement, cela en particulier, c'est un appareil qui est très sensible. Donc, on a des lectures quand même assez précises. Puis, on a d'autres appareils qui mesurent les champs électromagnétiques, mais pas avec le même niveau de sensibilité. Comme tu peux voir en haut, simplement, c'est que tu vas voir en haut, c'est le niveau de champ électromagnétique et en bas, la température ambiante. Donc, ça nous permet de justement prendre des lectures de base quand on rentre dans une maison. Comme la semaine dernière, comme Sandra parlait, on a été à un endroit où il y avait des tanks, des tanks pour les poissons. Oui. Puis, un des moteurs dégageait tellement de champs électromagnétiques que juste à se rapprocher, on pouvait le lire facilement. Donc, une bonne partie des investigations, en fait, c'est essayer de cibler ce qui est normal, donc électrique, ou parce que des vieilles maisons, des fois, les boîtes électriques, ces choses-là, tendance à vouloir... peuvent dégager plus de... Exactement, faire du leakage, puis on peut les mesurer avec ces appareils-là. Puis, donc, des fois, les gens font juste réparer leur système électrique, puis les enjeux s'en vont. Mais si on arrive dans un endroit où il n'y a pas d'électricité du tout, puis on en trouve, là, ça pourrait être explicable par d'autres choses que juste des phénomènes normaux. Donc, dans le fond, si je le prends et je l'approche d'un truc électrique quelconque, comme mettons mon mixeur, ça devrait monter, là, j'imagine. Oui, directement. Là, il est à 0.3. Si je me recule, il redescend. C'est ça. Normalement, ça dépend des appareils eux-mêmes. Tu peux le voir, là, il est à 0. Ah, tu vois, là, il est remonté à 0.3. Au niveau des champs électromagnétiques, ça varie en fonction de justement le type d'appareil puis le genre de problème électrique qu'il peut y avoir. Mais je te dirais que c'est ça. Donc, les grosses lectures accompagnent des variances assez importantes, là, comme 1, 2, 3 gaz sur nos appareils. Là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus que la normale. Une maison neuve, exemple, ne devrait pas dégager aucun, à part sur la boîte électrique qui est au sous-sol souvent. Donc, c'est ça. Fait
Puis là, tu parles de chiffres. T'as dit quoi? Mettons quelque chose qui se passe, que ça vous donne un signal d'alarme, ou du moins ça vous titille. Là. On parlerait de quoi comme lecture? Bien, on fait la lecture de base. Donc, comme je le disais tantôt, il y a peut-être des champs qui existent déjà. Donc, on prend ces mesures-là pour se comparer. Okay. Mais dès que tu commences à avoir des mesures au-dessus de 1, 2, 3 de variation en termes de gaz au niveau de l'appareil lui-même, tu vois qu'il y a une différence qui se passe au niveau électrique. Quand on prend des lectures de 27 ou le 32, comme Sandra parlait tantôt, c'est clairement au-delà de la normale. C'est là que les gens peuvent être affectés. Notamment, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Ils peuvent halluciner, ils peuvent avoir des rashes, ils peuvent avoir l'effet de se faire observer, donc devenir paranoïaque. Donc, des fois, ça devient difficile de savoir justement ce qui est paranormal parce que les gens reçoivent des personal feelings ou des émotions personnelles qui pourraient être mélangées parce que le champ est là. Mais si on enlève le champ, bien, tout ça disparaît. Tout ça partirait. Mais je trouve ça le fun parce qu'il y a un aspect logique là, à la chose. C'est pas juste... Tu sais, j'aime l'approche que vous avez de dire on élimine les choses probables avant de passer à dire OK, maintenant, on va voir s'il y a quelque chose de paranormal qui se passe. Exactement. Puis des appareils comme ceux-là sont très précis. Le monsieur qui a créé ça, un monsieur Galka, je pense, si je me rappelle bien, c'est un ingénieur électrique qui était bien connu dans le métier pour avoir bâti plusieurs équipements de mesure. Puis justement, sa fille est décédée quand elle était jeune. Puis il avait lu un peu sur justement le paranormal, puis comment les champs électromagnétiques interagissaient justement dans ce milieu-là. Puis il a voulu justement développer un appareil qui pouvait servir pour ce genre de choses-là. Lui, notamment, il voulait contacter sa fille pour essayer de communiquer avec elle. Donc, il a créé un instrument pour ça. Pour le besoin, en utilisant ses connaissances techniques et puis avec les équipements qui existent actuellement. Puis ça demeure encore un des appareils les plus utilisés. Si vous regardez les émissions de télévision ou même en général, je dirais que c'est le genre d'appareil que tout le monde utilise encore aujourd'hui. Puis je vais revenir à l'appareil d'abord qui enregistre l'audio parce que Sandra m'en a envoyé. Puis moi, puis là, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire tout de suite en début d'émission, mais je dis tout le temps que je suis un sceptique optimiste. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça fun, je trouve ça captivant, ça m'intéresse. Puis, je me dis, ce serait le fun d'avoir des preuves si effectivement il y a des phénomènes paranormaux. Bon. Puis, à chaque fois qu'on dirait que je regarde des vidéos, il y en a, c'est sûr, on parlait du web tantôt, mais il y en a beaucoup sur le web, il y en a beaucoup sur YouTube, puis d'autres sites, puis tu regardes les choses, puis tu fais, écoute, là, ça n'a pas l'air plus vrai que ça, puis bon. Mais l'extrait qu'elle m'a envoyé tantôt, il est assez intéressant, j'ai trouvé. Mais on va en écouter deux, parce qu'on en a deux. On en a un, puis vous me corrigez si je me trompe, mais ça vient de La maison qui déçoit pas, qui déçoit jamais, que Sandra parlait tantôt, si je me trompe pas, c'est bien ça. Tout à fait. Bon, qui a été pris, celui-là, avec, j'imagine, cet instrument-là que tu dis, qui amplifie les sons, c'est bien ça? Ou c'est un enregistreur vocal, donc qui capture justement les sons ambiants. Puis dans lequel on a capturé, si je me rappelle bien, un PVEC. OK. Mais puis avant de l'écouter encore, est-ce que vous devez est-ce que vous prenez le son et que vous le manipulez pour pouvoir entendre ce qui en ressort ou c'est directement sur l'enregistrement? Ça dépend de chaque cas, en fait. Okay. Il y a des cas que c'est clairement... On a eu des cas récemment, justement, parce qu'on entendait la voix comme si la personne était à côté de nous. D'autres fois, on entend des murmures. Puis là, c'est là qu'il faut utiliser les logiciels qu'on a pour essayer justement de nettoyer un peu, pour essayer juste d'isoler la partie qui est vraiment au niveau de l'intervention. Ouais. Puis, mais des fois, je sais que c'est difficile même pour nous. On écoute, on est plusieurs à l'écouter, puis on se demande ce que ça dit. On essaie de retrouver des mots, mais il y en a d'autres qu'on a qui sont relativement clairs, comme je pense l'autre enregistrement que tu as aussi. Ouais. Qu'il n'y a aucun doute, celle-là, qu'est-ce que c'est. Ouais, celle-là est intéressante. Mais je vais commencer, on va garder suspense pour le deuxième. Jeanne-Sophie, si tu veux bien, j'écouterai ou je ferai entendre plutôt à ceux qui nous écoutent l'extrait de La maison qui ne déçoit pas. Ouais. Qui est... Puis ça... donc, je rappelle que c'est enregistré avec l'enregistreur audio là, qui entend les sons plus spécifiques. Donc, Sandra semble dire qu'elle a entendu déjà, elle, un souffle ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. That was weird, but very softly, though. Yeah. Ouais, puis qui était pas fort. Souvent, ça fait partie de nos expériences personnelles durant les investigations. On les capture, on les rapporte aux clients parce que des fois, ils vivent la même chose. Okay. Mais tant qu'on n'a pas un enregistrement sonore ou quelque chose, c'est plus difficile à démontrer.
Okay, so let's start asking some Je me souviens pas, celui-là. Y a-t-il un playback du son avec. Des fois, je sais que vous avez mis la phrase que vous avez entendue ou une chose comme ça. Celle-là, je me rappelle pas. On va le voir. Ah, tiens, voilà, là, il y a ça. Quel est votre J'essaie de me faire ma boîte quand on a passé quand il a passé le bout slowed down. Il en reste encore longtemps, j'aime ça. So the fact that we're here tonight, does it... Okay, mais tu vois, il y en a un autre, là. Does it... Puis tu vois, là, avec le son que j'ai présentement, là, j'ai pas été capable de l'entendre tellement il était subtil, là. Mais je suis sûr que les auditeurs, là, ou ceux qui nous écoutent, ils l'ont entendu. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est un enregistrement qui était... c'était vraiment plus subtil. Puis là, on pensait qu'on entendait qui exactement? Je sais pas, ou Sandra, peut-être juste nous rappeler. C'était une dame qui était là, c'est ça? Ouais. Je Ok. sais pas c'est lequel que vous avez... C'était la maison qui ne déçoit pas, ça. OK. Parce qu'on avait plusieurs PVE ce soir-là, mais oui, il y a un monsieur. OK, un monsieur. Et il y a également une femme que chaque fois OK. qu'on la capture qui... C'est quand même moins évident, je dirais, comme ça. Mais puis là, parle-moi pour le prochain qu'on va écouter, avec quoi ça avait été capturé? Encore là, c'était nos équipements très réguliers d'enregistrement, donc un enregistreur vocal. Puis la caméra était une caméra de surveillance qu'on avait. OK. Puis, comme Sandra expliquait tantôt, l'équipe est sortie pour un break. Et durant ce temps-là, ben, cet enregistrement-là a apparu sur nos équipements. Donc, d'aller pouvoir entendre justement un petit garçon puis une petite fille jouer, essayer de parler, interagir, alors qu'il n'y a pas personne dans la maison. Là. Puis, juste pour mettre au clair, dans la maison, il y avait votre équipe, il y avait les gens à qui appartenait la maison, c'est bien ça? C'est ça, le client. OK. Puis là, je me souviens que dans l'enregistrement, il y a des sons il y a un feu qui brûle. Oui, à l'extérieur, il y avait un feu, il y avait des craquements. OK. Vous allez l'entendre quand même assez clair aussi. Ça vous montre la sensibilité de nos équipements parce que on capture parce qu'on dirait quasiment qu'il est à côté. Là. Directement dedans. Donc, c'est ça. C'est ce genre d'appareil-là qu'on utilise normalement pour faire nos enregistrements, où on capture vraiment le son très fin. Donc, c'est plus facile et on a moins besoin aussi de travailler le son à ce moment-là. OK. Mais on va l'écouter, celle-là, jeune Sophie, puis essaie de pas trop avoir peur. Ouais, puis il y a une mouche aussi, c'est ça que vous spécifiez dans l'extrait. Il y a une mouche qu'on entend. Je vais rester plus silencieux, là, quoi. J'entends facilement le feu. Le feu, il est très distinct. Là. Ouais, les craquements. Si tu peux monter le son, si j'aime ça sur les speakers, là, je vais l'entendre plus. Les autres voix qu'on entend, est-ce que c'est vous autres qui parlez dans une autre pièce? Ou il y a juste... Parce que j'ai l'impression que... C'est ça. À l'extérieur, OK. Parce qu'on est à l'extérieur de la OK. Mais on voit que les voix sont plus loin aussi. Oui. Oui, effectivement. Puis ce petit bout-là, c'est plus silencieux, puis ça va revenir, si je ne me trompe pas. Ouais. Je sais pas pour ceux qui écoutent, là, mais moi quand je l'ai entendu la première fois, j'étais pas loin d'avoir des frissons. Là. Est-ce que c'est un de vos meilleurs enregistrements que vous avez eu? C'est parmi les bons parce que c'est assez équivoque. Puis le fait justement qu'on l'a enregistré directement sur place, puis il n'y avait rien d'autre qui pouvait avoir de la contamination au niveau sonore, ça rend la bande intéressante. C'est sûr qu'il y a un peu de pollution avec le feu, qui amène un peu de craquement, mais la partie qui nous intéresse est très claire. Donc, c'est ça. Mais non, c'est... Excuse-moi, vas-y. Oui, c'est ça. C'est ce genre d'enregistrement-là qu'on essaie d'avoir. De temps en temps, on en pogne un, parce que, comme Sandra disait tantôt, à l'oreille nue, on l'entend, ou des fois, de façon très claire, il y a une réponse qui est pas comme l'autre d'avant, parce que des fois, il faut deviner un peu. OK. Mais c'est ça, là. Parce que quiconque qui a eu des petits-enfants dans sa maison, c'est ça que tu entends là, quand ils sont dans une autre pièce puis qu'ils jouent. Là.
Ça, c'est clair. Oui, puis, tu sais, les enfants, ça capte l'imaginaire un peu des gens. C'est-à-dire que tout le monde a déjà eu des enfants ou connaît des enfants. Fait que ça rend un peu la situation encore plus émotionnelle, je dirais, ou un peu plus freaky. Ouais. Mais puis on exploite beaucoup les enfants dans les films d'horreur, les films d'esprit. C'est souvent ça qui ressort. Hein. Exactement. Fait que, non, c'est ça. C'est pour ce genre de situation-là qu'on fait ça. C'est-à-dire essayer d'avoir des preuves tangibles, ou à tout le moins quelque chose qui nous permet de démontrer qu'il y a de quoi d'inexplicable. Mais comme c'est bien sensible, la maison, est-ce qu'elle est isolée? Est-ce que autour, ça ne peut pas être des voisins qui jouent dehors ou rien de ça? Non, parce qu'on fait nos investigations le soir, donc les heures qu'on est dedans. Ah. Puis c'est la raison pourquoi on le fait aussi le soir, c'est qu'on élimine beaucoup de pollution sonore. Ah, ok, moi c'est silencieux. Okay. Moins de trafic, moins de je pensais que c'était tout pour l'ambiance. Ça aide aussi. Ça fait des beaux vidéos, mais puis on le fait aussi à la noirceur pour plusieurs raisons. Souvent, en coupant l'électricité, on élimine un paquet de champs électromagnétiques qui sont explicables. Ah, ouais. Okay. L'autre chose qu'on a aussi, c'est assez à la noirceur, on est plus sensible un peu à ce qui se passe autour de nous. On perd un sens. Donc, étrangement, vous pouvez l'essayer chez vous. Fermez vos lumières, puis écoutez le bruit de la maison ou le bruit environnant. Puis vous allez voir, vous allez capturer plus de choses que lorsque la lumière est allumée. Donc, c'est ça. Donc, tout ça ensemble réuni nous permet de capturer des choses comme ça. Alors que des fois, c'est plus difficile durant le jour. Puis, une fois que vous avez ces enregistrements-là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous archivez ou qu'est-ce qui arrive? Vous les laissez aux clients? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on présente toujours les résultats aux clients pour leur montrer un peu qu'est-ce qu'on a capturé. Puis par après, naturellement, au fur et à mesure, on les poste sur notre site web. On a une page Facebook. Okay. Puis notre site web aussi a quelques cas avec de l'information qu'on a dessus. Mais Facebook est toujours le plus rapide. C'est facile de mettre un enregistrement. qu'on partage avec le monde qui nous suit. Puis lors justement d'événements publics, on a tendance à présenter les meilleurs résultats qu'on a capturés au travers du temps. Okay. Dans ce cas-ci particulier, les données qu'on a écoutées, qu'est-ce qu'ils ont dit les clients quand ils entendent ça? Bien, dans tous les événements qu'on l'a fait jouer, en général, les gens sont un peu, pas stoïques, mais je dirais, sont un peu figés. Les visages des gens disent long. Tu vois, les gens sont soit horrifiés ou ben donc, il y a un petit sourire en coin dans le sens que ils voient quelque chose qui se passe. Ouais. Mais non, c'est ça. L'effet enfant, PVE, outre-tombe, fait qu'en bout de ligne, les gens, ça les accroche plus. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi? Bon, j'accroche mon micro. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi? Comment est-ce que t'es rentré là-dedans de faire des enquêtes sur paranormal? Ça a commencé quand j'étais bien jeune, en fait. Mon Dieu, j'avais peut-être 13-14 ans. J'étais chez un de mes amis, mon vieux chum Stéphane. S'il nous écoute, il va nous reconnaître. On allait chez eux, puis il y avait plein de choses qui se passaient chez eux, d'inexplicables. Notamment, c'est arrivé quelques fois parce que des chaudrons carrément d'une armoire ont sorti, rebondi dans la pièce. Puis la porte s'est refermée. Fait que même à ce moment-là, même si on n'avait pas ces équipements-là, on essayait de débunker un peu la situation, voir si on mettait les chaudrons pour tomber, mais les portes ne refermaient pas. Puis... Mais probablement le meilleur phénomène qu'on avait eu, c'était un soir, on était chez eux dans la cave avec plusieurs amis, puis on parlait de choses comme ça. Puis on était assis 2 personnes sur un divan, il y avait au moins 300 livres de poids, puis le divan avançait pratiquement de 6 pouces. Puis il n'y avait personne qui a pu faire bouger ce divan-là. Puis au point où on se questionnait un peu sur le coup, puis avec justement le background, plusieurs fois qu'il y avait des phénomènes de ce style-là qui se passaient chez eux, ben ça suscitait de l'intérêt. Fait que graduellement, au travers du temps, j'ai continué à être intéressé à ça, écouter justement les émissions de télévision que tout le monde écoute, lire sur le sujet. Puis plus récemment, mon père est décédé le 3-4 ans passés. Puis ma petite, elle avait peut-être 3 ans à ce moment-là. Elle n'était pas au courant, elle n'avait pas conscience de ça. Puis on avait le moniteur de bébé encore dans sa chambre. Fait qu'on la couchait. Puis au moment de la coucher, pendant à peu près 5 minutes, tu penserais qu'elle dormait, il n'y a plus de bruit, plus rien. Puis tout d'un coup, pendant 2 semaines de temps, chaque soir, on entend la petite se réveiller avec ses mots qu'elle avait. Elle n'avait pas un gros vocabulaire, mais elle disait « OK, mais bye-bye, papy, bye-bye », comme s'il y avait quelqu'un avec elle. Puis quand vous avez un enfant, vous savez, lorsqu'elle parle à quelqu'un versus lorsqu'elle parle à ses poupées. À elle-même. Puis vraiment, pendant 2 semaines de temps. Fait qu'à ce moment-là, c'était quelques temps avant de joindre l'équipe. Puis par chance, durant l'été, j'ai vu un événement public qui était organisé par l'équipe. Fait que j'ai été assisté, puis j'ai joint l'équipe par après. Fait que ça m'a toujours été vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a un petit côté adrénaline junkie aussi dans l'équation, parce que on a des palpitations, même si on le fait régulièrement. On arrive dans des endroits, comme Sandra parlait de Golden Lake, où il y a des cas physiques qui sont plus rough un peu. Puis
ça amène un peu de palpitation. Donc, il y a un intérêt aussi de ce côté-là. Mais ça t'a pas tenté de retourner à la maison de ton ami jeune? Je sais pas, peut-être qu'il est plus là non plus, là, mais... Non, ses parents sont encore là, puis c'est drôle parce qu'on en reparlait peut-être un an passé, puis il nous racontait que dès que lui et sa sœur ont quitté la place, ces phénomènes-là ont arrêté selon les parents. Donc, si les gens connaissaient un peu les phénomènes de style poltergeist, souvent, c'est expliqué par justement les agents eux-mêmes, les individus à l'intérieur qui canalisent mal leur énergie. Est-ce que c'est ça qui se passait? Peut-être. Malheureusement, on n'a pas pu documenter à l'époque la situation puis l'investiguer. Mais la corrélation entre le fait que les enfants quittent, puis on était dans l'adolescence. Donc, c'était à l'âge que ce genre de situation-là aurait pu se passer. Peut-être c'est le genre de phénomène qu'on avait. Mais quand t'es jeune, puis tu tripes un peu, c'est le genre d'affaire que ça t'allume pas mal. Fait que... C'est clair. Puis, tu sais, j'imagine qu'on est proche de la même âge. Je veux pas m'avancer sur rien, là, mais t'as dit de ceux qui ont trippé aussi, tous les films qui ont sorti, ça a dû être un peu... t'as dû t'alimenter. Comme moi, j'ai trippé Ghostbusters. Je sais pas si toi, ça te rejoint quand ça a sorti, mais... Ces films-là, c'était vraiment intéressant. Probablement le film qui m'a le plus accroché quand j'étais jeune et qui m'a plus terrifié, c'était le film Pet Sematary. Ah ouais. Cimetière, je pense, en français. Je pense que c'est ça, ouais. De Stephen King. Ouais. Je sais pas tout le concept. Puis Shining aussi avec moi, Shining les petits-enfants. Puis... Mais puis il y a des enquêtes qui se font à l'hôtel. J'ai vu ça justement en recherchant après avoir écouté vos vidéos. Oui. Qu'il y a des enquêtes qui se font à l'hôtel là où ça a été tourné. Paraît-il, en tout cas, de ce que j'ai entendu, puis c'est sous toute réserve, là, que c'est un endroit où Stephen King aurait dormi. Puis il avait entendu justement des enfants qui jouaient dans le corridor. Puis là, c'est de là qu'il est inspiré à écrire le livre. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis. Les gens ne savent pas, mais pour les gens, il y a un tourisme pas mal pour ça. Puis il y a un tourisme. Il y a plein de groupes. Vous allez sur leur site web, ils font justement des investigations comme nous, mais dans ces places-là. Il y a beaucoup de... Eux appellent ça des sanatoriums, mais c'est des asiles psychiatriques. Puis des prisons aussi. L'Eastern State Penitentiary, dans le coin de Philadelphie, ils en font aussi. Puis pour un petit coup, vous pouvez participer à une séance là-bas. Puis tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est sûr que sur place, des fois, comme Sandra disait, on est assis en noirceur, on se parle tout seul, puis on a l'impression qu'il se passe rien. Mais si on est un soir où on arrive là, puis il y a des choses qui bougent, ou on se fait toucher, ou ça devient plus intéressant. Mais juste aller dans le coin de la Nouvelle-Orléans, si vous voulez faire un tour, vous allez voir dans les journaux locaux, ils louent des appartements. Puis pour avoir un ami qui était récemment, il me disait que quand tu regardes les listings, tu as des listings genre d'appartements hantés et non hantés. Et étrangement, les hantés sont plus dispendieux à louer que les non hantés. Fait qu'il y a des gens qui en tirent profit, de toute évidence. Il y a probablement beaucoup de scams aussi. Ouais, mais, c'est ça. C'est ce qu'il dit sur l'annonce, mais... Exactement. Mais non, c'est ça. Il commence à avoir un tourisme puis, à ce niveau-là. Puis les gens... Je pense que c'est un peu le timing avec toutes les émissions de télévision. Puis, ouais, ça a pris une popularité dans les dernières années, je pense. Hein. Ouais. Ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a plus d'intérêt ou il y a plus de gens qui... Parce que Sandra me dit dans les 2 dernières années, là, ça avait plus d'appels. Là. Tout à fait. Puis je dirais aussi peut-être aussi l'événement. On a des appareils que les gens maintenant peuvent acheter sur le web, aller faire leurs propres investigations. Avant, on écoutait ces choses-là puis on avait l'impression que c'était pas accessible du tout. Tandis qu'il y a plein de sites, des fois même autour de chez nous, on parlait en Outaouais, là, mais dans toutes les régions du Québec, il y a sûrement des endroits où il y a des histoires de ce type-là, où les gens peuvent aller... nécessairement demander toujours l'accès. Ouais, quand on est plus jeune, des fois, on a tendance à vouloir rentrer à des places qu'on n'est pas supposé, mais... pas une bonne idée. Nous, on essaye pour 2 raisons, notre propre sécurité. Puis aussi, il y a des enjeux juridiques. Mais parce que des fois, c'est ça, il y a des vieilles maisons qui sont dans des états assez, je dirais, dangereux pour les gens qui pourraient visiter. Donc... Tu parlais d'asile tantôt. Il y a des pénitenciers aussi. Est-ce que vous autres vous êtes déjà allé dans un endroit de ce style-là ou c'est juste des maisons que vous avez fait? Bien, on a fait plusieurs. Les pénitenciers, il y avait le pénitencier de l'Orignal, près d'Oxbury. Ah oui, c'est vrai. Ça qui avait l'événement. Ben oui. Que notre groupe Phantom of Youth a fait. D'ailleurs, ce groupe-là fait essentiellement des sites style patrimoniaux comme ceux-là. C'est-à-dire qu'ils vont investiguer quelques fois, ils ramassent du matériel, puis ils font des événements publics, puis l'argent qui est capturé à ce moment-là est remis aux organismes qui sont là pour les aider justement à maintenir ces sites-là, qui sont peut-être moins sur la grosse map, mais qui sont quand même intéressants. Nous, on a fait la prison de Cornwall. C'était avant que moi, je me joigne au groupe. Mais encore là, il y avait sur notre site web, vous pouvez voir notre page web, certaines vidéos dans lesquelles on a des PVE assez clairs, là, où on pose des questions puis on a des réponses. Dont une que je me rappelle que c'était une cellule qui avait
qui avait été rapporté qu'il y a une personne qui s'est suicidée. Puis lorsqu'on a posé la question, la réponse a été un Séguin. Et la personne qui s'est suicidée dans cette cellule-là portait le nom de Séguin. Donc, c'est ça, on a eu plusieurs PVE là. Donc, il y en a certaines dans la région ici. Naturellement, on a bien hâte de voir l'année prochaine en Europe qu'est-ce qu'on va trouver aussi. Quand on avait été en France, on a réussi à investiguer des lieux qui dataient des années 1600 puis 1500. Alors qu'ici, quand on prend des maisons qui sont 100 ans de vieux, on est tout excités. Mais là-bas, il y a beaucoup aussi d'historique en relation avec des situations qui étaient peut-être plus violentes ou autres. L'Inquisition, la période des croisades. Donc, il y a beaucoup... Il y a des catacombes aussi en France, j'ai vu ça. Oui, à Paris. Paraît-il, à Paris. On a voulu aller le visiter, mais malheureusement, quand on a été, les tours étaient plus difficiles à avoir, puis on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Mais il y a des sites intéressants. Un des sites que j'ai fait avec mon collègue Cody, c'était le site de Oradour-sur-Glane. Si vous avez la chance de lire là-dessus, c'était durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis étaient en train de vouloir remonter vers le nord pour aller protéger la muraille de l'Atlantique, où le débarquement avait lieu. Puis les rebelles français avaient commencé à vouloir brasser un peu la cabane, disons. Puis il y avait eu des hauts militaires qui avaient été enlevés. Puis, ils ont voulu faire un cas. Fait qu'ils sont entrés dans des villages qui n'étaient pas du tout rebelles. Ils ont ramassé toutes les femmes, les enfants, puis les hommes. Ils ont mis les femmes et les enfants dans l'église. Ils ont apporté les hommes à 3-4 places dans la ville. Ils ont fusillé sur place. Puis, ils ont brûlé les vivants, les femmes, puis les enfants dans l'église avec des grenades, puis des lance-flammes. Puis, lorsque tu rentres sur le site, moi, j'ai pas de don. Je peux pas dire que je suis sensible, mais tu sens qu'il y a quelque chose de pesant qui est là. Puis quand tu rentres dans l'église elle-même, j'avais pris des enregistrements justement avec mes appareils au niveau sonore, puis j'ai rien capturé. Mais tu rentres là, puis il n'y a pas d'air. Là. Tu marches, tu sens encore la poudre de canon de l'époque. Tu vois, le site, c'est quand même... ça sonne morbide. Là. Il y a un côté émotionnel qui embarque aussi. Mais fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de sites comme ceux-là où ce que ça ramène le côté critique ou le côté... pas toujours le fun de l'histoire, mais qui sert justement à éduquer les gens par rapport à ça. Puis, c'est ça, les énergies résiduelles peuvent rester. Il y a différents types nous on appelle ça de hunting, ou de types de fantômes qu'on peut trouver. C'est que tu as souvent des situations où tu avais des énergies résiduelles. C'est-à-dire que c'est comme une vidéo. Tu arrives là, ça va jouer à la même heure le soir, à tous les soirs. Puis quand on arrive, on va capturer au niveau sonore ces choses-là, au niveau des équipements aussi, mais il n'y a pas d'interaction possible. Donc, on va avoir des images, on va avoir des parties sonores, mais ça ne répond pas à nos questions. C'est là. Tu entends de la musique. Donc, aucune interaction, ça fait juste un son ou peu importe. Une manifestation qui se répète. Exactement. Puis c'est comme lié à une émotion intense, quelque chose qui était à ce moment-là. Tandis que tu as plus que ce qu'on appelle du intelligent something, qui est plus genre interactif. Donc, ce qui est là est une entité, puis on peut poser des questions. Ils peuvent interagir avec nos équipements. Donc, on fait souvent l'approche avec des questions oui-non. Donc, si c'est un oui, allume nos lumières jusqu'à 4 lumières, 5 lumières. Puis, c'est arrivé des cas où on a réussi à intervenir avec justement du questionnement par rapport à ça. Puis, avoir des résultats qui sont mesurables sur les appareils de mesure. Puis, le troisième, qui est plus le côté qu'on n'aime pas avoir, mais eux appellent ça du inhuman hunting ou ben non, du demonic hunting. Ce que probablement vous voyez dans les films en général qui essaient de rapporter ou de scénariser, ou ce que justement ce qui est là n'est pas une entité, n'est pas quelque chose qui a vécu ici. Fait que de notre côté à nous, donc ce serait ben t'as libre à ton imagination dépendamment de tes croyances, ton imagination, peu importe. Exactement. Puis mais c'est le genre de choses normalement qui est plus le côté justement violent ou interactif, peut-être moins le fun à avoir là. Moi, de mon côté, j'ai jamais été témoin de ça. Il y a des cas qui sont documentés sur le web. Les gens peuvent aller voir. Mais c'est ça. Là. Donc, on essaie surtout de cibler les deux premiers. Mais puis, c'est plus dans votre domaine. L'autre, ça devient quasiment religieux. Là, excusez, si on parle de possession, de démons, etc. Là. Exactement. Mais lorsque tu parles d'énergie résiduelle, ça veut dire que normalement, ce que tu entends, c'est qu'il se dégage quelque chose qu'il y a déjà eu, mais il n'y aurait plus de présence. C'est ça? L'énergie résiduelle, oui. À ce moment-là, ça serait quelque chose qui serait là capturé. Puis des fois, ça peut... comment je peux dire ça? Lorsque ça se manifeste, on peut mesurer des champs électromagnétiques. Un peu comme même le côté intelligent, c'est-à-dire l'interaction avec une entité.
Puis des fois aussi, notamment aussi le côté intelligent, ça a tendance à vouloir siphonner un peu l'énergie qu'on a. C'est-à-dire on a souvent des batteries, un drainage de batterie dans nos investigations. Les batteries se vident complètement en quelques minutes. Ah ouais. Les appareils se ferment seuls. Donc, ce qui est là, vu que c'est une énergie, cherche à se nourrir de l'énergie autour d'elle. Donc, on mesure justement les variations au niveau des champs électromagnétiques, mais on les mesure aussi justement au niveau de nos équipements qui se font drainer un peu de temps pour qu'eux utilisent ça pour se manifester. On a même des appareils comme, peut-être vous en montrer un autre. Certain. Comme celui-ci. C'est un petit appareil qui a un petit moteur à l'intérieur, puis c'est... on appelle ça un EMF pump. C'est un... Ghost magnet. Oui, c'est un... Je sais pas si tu le vois, on le voit à l'écran, mais c'est tu vois, Ghost Magnet. C'est un générateur, en fait, de champs électromagnétiques. Donc, des fois, on veut mesurer les variations qui sont présentes, qu'on ne peut pas expliquer, mais ceux-là permettent d'en générer. Donc, récemment, on l'a beaucoup utilisé dans certaines investigations, parce qu'on a eu des PVE très clairs. On ne sait pas si c'est juste ça qui a eu l'impact dessus ou d'autres choses. Normalement, ça va être un petit moteur. Ça se peut qu'il y ait peu de batterie dedans. Non, il est vibré. OK. Ouais. Ça crée un champ électromagnétique assez quand même fort autour. On encourage les gens qui ont des pacemakers de ne pas jouer trop proche. Puis, les entités à ce moment-là peuvent utiliser le champ lui-même pour se manifester puis se fueler là-dessus plutôt que dessus nos équipements. OK. Mais là, ça veut dire que si je le parle, l'autre va le détecter, j'imagine? On peut l'essayer. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes fréquences, par exemple. Ah, OK, parce que là, il y a des fréquences. Oui, ben ça dépend des appareils. Puis tu peux l'essayer de ma côté. Tu vas voir si... Ah, ben oui. Il vient de monter rapidement. C'est 9.7. Il était à 10 tantôt. Là. Ouais. Mais là, c'est ce qui veut dire que ça monte avec cet appareil-là, mais là, si quelque chose se manifeste, ça va monter encore plus haut. C'est ça. Ben souvent, on essaie de ne pas utiliser justement les lecteurs à côté parce que ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi. OK, ouais, parce que c'est vrai, faut que tu sois proche, là, dans le fond. Là. C'est ça. Ouais. Les causes qu'on a utilisées dans certains cas passés, c'est-à-dire on a une interaction, après un bout de temps, comme n'importe quoi, l'énergie commence à baisser. Avec ça, des fois, tu peux remettre ça dans l'équation pour essayer de justement qu'ils l'utilisent pour continuer à avoir tes discussions ou donc tes échanges avec l'entité. Fait que encore là, ces éléments d'équipement-là sont basés sur différentes théories. Dans certains cas, ce n'est pas des sciences parfaites. On essaye toujours d'avoir plusieurs pièces d'équipement en même temps pour essayer justement de voir, parce qu'ils ont quand même leurs limitations aussi. Donc, toujours dans un contexte scientifique, c'est-à-dire d'avoir plusieurs mesures d'une même situation permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un endroit que tu es allé où est-ce que, soit avec tes instruments ou juste par ton expérience personnelle, où est-ce que tu as vraiment trippé, wow, cette place-là, c'était mind-blowing. Bien, tu peux l'avoir de différentes manières. Comme en France, les endroits qu'on a visités, notamment la maison près du château de Fénelon, qui datait de 1600, j'oublie combien, là, au début des années 1600. Juste voir l'architecture de la place puis voir l'endroit. Juste ça en soi, c'est quelque chose. Mais je te dirais, au niveau chasse de fantômes. La fin de semaine, quand on a été à Golden Lake, je dois avouer que moi aussi, quand je suis arrivé sur place, sachant ce qui était au niveau des réclamations de la part des clients, il y avait une certaine fébrilité, je te dirais. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Encore là, c'est pas une science parfaite, donc t'espères qu'il t'arrivera rien, mais le fait que les clients se font agresser ou avoir des contacts physiques. Ça soulève des doutes. Donc, on est toujours un peu plus fébrile quand on fait l'investigation pour voir ces choses-là. Mais là, de vous autres, de votre équipe, il n'y a jamais personne qui a vécu. Ben là, il y a Sandra qui a eu ses égratignures qu'elle a parlé, mais de vivre quelque chose de vraiment violent, ça t'est jamais arrivé, puis il n'y a personne de l'équipe. Là, Pas pour moi. Non. Le plus proche qui a été, c'était le divan qui s'était déplacé quand j'étais assis dessus, mais à part de ça, non, de ce côté-là. Mais c'est un risque réel. C'est quelque chose qui peut arriver, puis... on n'a pas... Puis je dirais aussi indirectement, nos gens qui sont sensibles nous protègent contre ça, dans le sens où on se fie beaucoup à ce qu'ils nous disent. Puis justement, lorsqu'ils nous parlent de négativité, puis je dirais peut-être plus de phénomènes plus agressifs, on a tendance à vouloir les écouter aussi, de se préparer en conséquence. Puis... C'est-tu arrivé qu'ils ont dit, OK, soit on arrête là, parce que là, on pousse trop, là, je sens qu'il y a quelque chose on pourrait se mettre dans le trouble, ou simplement dire, non, là, on va pas là. C'est de l'ordre d'autre chose. Là. Pas dans mon cas, mais quand moi, j'étais présent. Mais on est très respectueux. On est un peu moins différent des émissions de télévision. Des fois, les émissions de télévision vont provoquer. Puis, il ne faut pas oublier que s'il y a une entité de l'autre côté qui est là, qui a vécu dans ce monde-ci, ben, c'est des choses que
tu veux pas arriver chez les gens et commencer à les insulter ou parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Puis souvent, c'est ça. Puis aussi, les clients restent là après qu'on quitte. Donc, ce serait pas correct pour eux autres d'arriver là, brasser la cabane, puis après ça, eux subissent... Exactement. Puis, fait qu'on est toujours très respectueux, on essaie de comprendre, on essaie aussi d'appuyer les clients là-dedans. Parce que ça peut être dérangeant, surtout avec les familles, avec les enfants. On veut s'assurer que, en tant que parent, que la sécurité est là pour tout le monde. Fait que quand nous, on y va, nous aussi, on a des enfants, puis on veut s'assurer que ce qu'on laisse là, et au moins, on peut apporter des réponses aux questions qu'ils ont, puis essayer de déterminer justement s'il y a des risques ou non pour eux autres. Donc, le but, c'est justement pas brosser la cabane pour avoir un enregistrement qui serait parfait, mais en échange, après ça, t'as une famille qui a des enjeux pour des mois et des mois. Éthiquement parlant, ça serait pas bien, là. Non, exactement. Fait que, mais non, c'est ça. Puis, ça fait 2 fois, ça m'arrive aujourd'hui, j'oublie ma question. je sais, qu'est-ce que les gens devraient faire? Mettons que quelqu'un vit quelque chose. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Là? Comment ils devraient réagir? Comme je disais tantôt, être respectueux avec ce qui est là parce que tu sais pas ce qui est là. L'autre chose, c'est de garder un registre. Moi, j'encourage les gens à prendre un cahier, un crayon. Puis quand vous vivez des choses, écrivez-les. Écrivez la journée, l'heure, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que des fois, dans le moment, on est un petit peu excité, puis il y a plein de choses qui peuvent interagir. Mais avec le temps, lorsqu'on s'assoit puis on regarde justement les registres des gens puis ce qu'ils ramènent, des fois, on peut trouver des tendances une plus longue période. Puis ça nous aide beaucoup lorsqu'on fait des investigations à pouvoir documenter, puis essayer aussi d'instrumenter les pièces en conséquence. Donc, si une personne rapporte régulièrement des bruits de pas dans le corridor, bien, on peut mettre des appareils qui mesurent ces bruits de pas-là. Tandis que si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on va mettre les équipements où ce qu'on pense, mais est-ce qu'on va capturer exactement ce que le client ressent? Des fois, c'est pas toujours évident. Puis la mémoire est une faculté qui oublie aussi. Fait que, en ayant un registre, bien, ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. Là. Puis, j'imagine aussi, quand vous autres vous retournez après, vous avez un genre d'horaire. Si vous pouvez analyser à ce moment-là, telle chose se répète à des tendances, supposons, des choses comme ça, parce que tu disais qu'il y en a des fois, c'est des phénomènes résiduels. Donc, on peut, j'imagine, cibler plus facilement là, ce que tu as un journal de bord. Là. Tout à fait. Puis ça nous aide aussi parce qu'on utilise le matériel qui est donné pour générer un peu des réactions. C'est-à-dire que si on sait qu'exemple, on a entendu la voix d'une petite fille dans une chambre, on va porter le toutou qu'on a vu tantôt, on va parler essayer de parler à l'enfant avec un langage qui va la faciliter, la discussion avec. Même chose si on est dans d'autres pièces au niveau que je dirais qui ont rapporté différents types de bruits ou autres d'interactions, pour nous, ça rend la chose plus facile, puis pour le client aussi à la fin, parce que si on a des meilleurs résultats, pour eux, ils vont avoir les réponses qu'ils ont besoin. Donc, mais c'est ça, c'est pas une science parfaite. Des fois, ça prend plus qu'une visite pour l'avoir. Puis, un peu comme je disais tantôt, quand on arrive chez les gens, il y a des gens, des fois, qui sont gênés. Les entités, des fois, se présentent pas nécessairement tout le temps lorsqu'on y va la première fois. Donc, des fois, c'est bon de retourner plus qu'une fois. Parce que ils se familiarisent un peu, quelque sorte. Hein. Oui, puis on a eu le cas avec Lost Villages, où on fait nos événements publics l'été. Il y a la maison à Boiron, où ce qui nous a été rapporté par plusieurs personnes, c'est qu'il y aurait possiblement une petite fille qui est là. Puis on a eu la famille, même une fois, qui était avec moi, durant une des séances qu'on a faites. Puis au fur et à mesure qu'on parlait de son histoire, nos équipements s'allumaient, les champs électromagnétiques montaient énormément. Température, variation de 10-15 degrés dans une pièce qui fait 40 dehors, puis on était tous gelés à l'intérieur. Donc... en connaissant ces histoires-là, puis en les racontant, des fois, on va pouvoir générer des choses. Puis aussi, ça dépend des personnes. Des fois, il y a des gens qui vont avoir plus de connexion. Exemple, des fois, les enfants vont plus être portés à parler avec d'autres enfants. On a eu un cas récemment où une famille est venue justement à même endroit. C'est à Lost Villages, il y avait une femme avec ses 2 enfants d'environ peut-être une 12aine d'années. Puis, durant une séance de PVA, je ne sais pas pourquoi, il y avait des choses qui se passaient qui étaient un petit peu genre aléatoires. Puis, j'ai juste posé la question, est-ce que quelqu'un qui est ici avec nous, qui a quelque chose sur elle qui aurait appartenu à quelqu'un qui est décédé? Puis, la dame a dit, oui, j'ai des boucles d'oreilles. Et dès qu'elle a parlé de ça, le code 2 est monté jusqu'au fond, comme une grosse variation au niveau des champs électromagnétiques. Au fur et à mesure qu'elle parlait de son expérience, on avait des variations qui étaient reliées justement à ce qu'elle avait. Puis à ce moment-là, elle mentionnait que ses enfants étaient là, fait qu'on a profité de la situation pour laisser les enfants poser des questions aussi.
les boucles d'oreilles sont données par son père, en fait, à la dame. Fait qu'ils ont essayé d'interagir avec le grand-père. Et tout le long, il y avait des variations qu'on mesurait, des spikes, lorsqu'eux posaient des questions. Puis, moi, j'aurais pas emmené mes enfants de... Ma fille, elle aurait trippé bien raide, elle aurait vraiment eu la chienne, ça serait pas resté, là. Non, puis on a eu des cas, justement, de la fois où il y avait la petite fille, que la famille parlait avec la famille de la petite fille qui s'appelait Chrissy dans la maison de Boiron. Il y avait 2 autres demoiselles d'à peu près 18 ans qui étaient avec nous autres, puis eux avaient les équipements avec eux, ils voyaient les variations, puis dès qu'on a fini, ils ont donné les équipements, ils ont embarqué dans leur char, ils sont partis. Merci, bonsoir. Pour eux, c'était assez. Puis on parle souvent après ces soirées-là, puis on parle avec les gens, puis on demande un peu, c'est quoi vous attendez? Puis il y a des gens qui vont là puis ils disent, on a peur de ça. Ouais. Et moi, je me dis, pourquoi vous venez? Vous avez peur, tu sais. Mais les gens, je pense, sont curieux. Les gens aiment ça, les sensations fortes. C'est comme tu railles entre la peur puis le fait d'être intrigué. Oui. Puis je pense qu'aussi, ils vont. Puis ils espèrent quasiment qu'il ne se passe pas grand-chose. Okay. Quand on a des variations comme ceux-là, ils sont surpris. Il y en a qui sont épeurés. Mais non, c'est ça. Fait qu'on ne sait jamais. Il y a des soirs qu'on y va, c'est plus tranquille. Fait que ça dépend toujours des gens et les connexions que les gens peuvent avoir avec l'entité ou on appelle ça des triggers, des choses qui peuvent générer une variation au niveau de justement l'entité qui pourrait être là. Là, est-ce qu'il y en a dans votre équipe qui ont... parce que là, c'est drôle, aujourd'hui, évidemment, on vous recevait, qu'on en a parlé au bureau, là, puis là, on a toutes les histoires sortent. Puis là, Jeanne-Sophie a peur dans le bureau. Puis, Harry... est-ce qu'il y a, puis là, il y en a un qui nous a conté une histoire, puis je me demandais, vous autres, est-ce que dans votre équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment vu quelque chose de ses yeux propres, là, sans instrument, dire, moi, là, j'ai vu une entité, j'ai parlé avec, ou j'ai eu vraiment une rencontre là, visuelle ou parler vraiment concrète? Là. Le côté visuel, difficile en général. On peut voir des ombres, on peut voir on peut entendre des voix, comme que c'est arrivé à ma collègue à Golden Lake. Mais de voir ce qu'on voit dans les films, les films, c'est romancé. Même des fois, dans les émissions de télévision sur le web, il faut être très critique parce que c'est difficile de toujours être certain que c'est vraiment des phénomènes paranormaux. C'est pas rien que les gens peuvent jouer avec. Donc, il y a beaucoup de trucages qu'on peut trouver sur le matériel que sur le web. Il faut toujours avoir un côté, un regard critique par rapport à ça. Mais de mon côté à moi, je dirais que, mis à part les enregistrements qu'on réécoute, c'est arrivé peu souvent qu'il y a eu sans regarder les équipements, parce que moi, j'ai pas de don, d'avoir vraiment à dire j'ai vu quelque chose qui est une personne ou tu peux avoir des feelings, mais encore là, j'essaie, de mon côté scientifique essaie de pas me fier juste à ça, pour pas me biaiser lorsque que je vois. Mais parce que les feelings, c'est un feeling, là. Mais il va falloir que tu jases avec quelqu'un qui travaille ici, qui nous en a compté une, tu vas trouver ça le fun. Moi, je l'ai trouvé drôle. Drôle, le fun, puis bien intriguant. Non, je te dirais que c'est ça qui arrive. Les situations peuvent nous arriver n'importe où. Puis, des fois, c'est le moment qu'on s'y attend pas, qu'on va l'avoir. Des fois, quand on court avec, quand on court après, on l'aura pas parce qu'on est trop focus sur de quoi, puis ça passe à côté, puis on le voit pas. Mais non, c'est ça. Je te dirais que pour l'instant, pour moi, c'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais oui, j'ai entendu on a eu des variations dans les séances qu'on a eues à Los Villages ou à d'autres endroits. Sur les équipements, on a entendu des voix sur les enregistrements. Mais pas d'apparition. C'est pas assis un soir pour jaser avec un fantôme pendant une soirée de temps. Là. Non, c'est ça. Pas sans les équipements. J'ai une dernière chose, parce que depuis que tu as évoqué ça, puis ça m'a fait penser à ça. Tu dis qu'on ne devrait pas jouer avec ces choses-là, dans le sens qu'on ne devrait pas prendre ça à la légère. Mais j'aimerais ça entendre ton opinion parce que c'est populaire. Puis il y a des films là-dessus, la fameuse Ouija board. Est-ce que vous avez déjà enquêté là-dessus ou regardé à ce phénomène-là ou c'est... C'est drôle que tu en parles parce qu'on en parlait l'hiver passé, qu'on voulait justement profiter de faire une séance, mais avec les équipements autour de nous. Faire une investigation. C'est ça que je tentais à faire. Ouais. Il y a beaucoup de scepticisme. C'est le contraire. Il y a beaucoup de gens aussi qui croient à ce mythe-là. Personnellement, j'ai pas d'opinion. Je pense que l'important, c'est de le faire avec des gens que tu peux avoir confiance. C'est facile de bouger le petit board. Drôlement facile, ouais. Puis, il y a différentes théories là-dessus. Le subconscient peut avoir un effet ou te faire donner ce que tu penses que tu voudrais avoir. Mais on a essayé justement une séance plus entre amis récemment.
Puis, on a vu des petits résultats, mais pas grand-chose. Pas comme ce qu'on voit dans les films ou donc dans les émissions sur le site paranormal. Mais non, je ne suis pas fermé à l'idée. Moi, je dirais, peu importe la situation, est-ce qu'on a un phénomène qui mérite la peine d'être investigué, faisons-le, mais faisons-le selon les standards. C'est-à-dire, essayons d'équiper le lieu avec de l'équipement qui est mesurable, qui est scientifique. Puis, s'il se passe de quoi, on va le mesurer. S'il se passe rien, ben, on aura notre réponse aussi. Et voilà. Hey, c'était vraiment le fun. Merci d'être venus tous les deux. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis à une prochaine fois, peut-être. Oui, merci. Hey, c'est génial.